Non, non, non. Oui, On va vous pouvez commencer. commencer comme vous voulez. Alors, on va commencer. Si Alessandro peut inviter à faire rentrer les collègues. Il est presque 13 heures, donc bienvenue à cette conférence de l'Union syndicale. Bienvenue aux collègues pour cette première conférence d'une série de 3 conférences que nous allons avoir avec Maître Van Helder, quoi, sur les droits successoriaux. Il y a plusieurs volets à aborder pour informer les collègues. Bon. L'Union syndicale a dans son ADN le support juridique des collègues pour les collègues qui le savent, on suit les précontentieux et les contentieux et on a décidé de mettre plusieurs services au service de nos adhérents pour pouvoir s'en sortir. Comment dire, le profil des fonctionnaires, des agents contractuels et du personnel dans les institutions est tel qu'on suit les collègues déjà de la naissance et parfois jusqu'à la mort, même juste après la mort. Et un des besoins qui nous a été émis, c'est justement de pouvoir, d'après le profil de la population que nous soutenons, quoi, de voir à pouvoir les aider dans un domaine qui est particulier, ce qui sont les héritages et qui sont, dans la plupart des cas, chez nous, internationaux. Donc je vais laisser la parole peut-être à Maître Van Helder. Juste pour des questions logistiques, nous avons comment dire, les leaflets qui sont en français, mais on vous enverra une version anglaise pour les collègues. N'hésitez pas à la fin de pouvoir remplir le, le module pour essayer d'améliorer nos styles de conférence, quoi. C'est une enquête juste sur le niveau des connaissances que vous avez eues, etc. La présentation va durer 30 à 40 minutes, je pense, mais vous pouvez, sur des points spécifiques, si vous avez déjà des questions pendant la présentation, quoi, lever la main, on va vous donner la parole. Merci, donc je vais vous laisser la parole, Maître Van Helder. Merci, Monsieur le Président, et merci à l'Union syndicale de m'accueillir et de me laisser l'opportunité d'aborder ce thème des impositions multiples en droit de succession. C'est un thème qui est d'actualité. Double imposition, triple imposition, quadruple imposition, c'est malheureusement une réalité. Et cette réalité, elle se fonde sur plusieurs éléments. Le premier de ces éléments est sur l'assiette fiscale en droit de succession belge, une assiette extrêmement large, comme je l'aborderai dans un instant. Un autre élément qui génère ces impositions multiples, ce sont les facteurs de rattachement que l'on trouve dans les pays étrangers. Nous avons deux facteurs de rattachement en Belgique, sur lesquels je m'étendrai dans un instant. À l'étranger, il existe pléthore de facteurs de rattachement distincts. Avec une difficulté majeure, c'est que d'un point de vue fiscal, et plus particulièrement en matière de droit de succession, il n'y a pas d'instruments internationaux, ou en tout cas très peu d'instruments internationaux qui permettent d'éviter ou de limiter cette double imposition, instrument que l'on retrouve en matière d'impôt sur les revenus ou en matière d'impôt sur la fortune. Ce sont les fameuses conventions préventives de double imposition. C'est une réalité, mais heureusement, ça n'est pas une fatalité. Et c'est aussi évidemment l'objet de mon exposé. Il existe en droit belge et en droit européen un principe fondamental, un principe sacro-saint auquel nous, les fiscalistes, sommes fondamentalement attachés, c'est celui du droit d'exercer son choix à la voie la moins imposée, principe en droit belge et principe qu'on retrouve d'ailleurs, qui a été consacré dans la directive ATAD de 2016 et qui consacre ce choix. Ce choix, il n'est pas illimité, il est circonscrit et je vais dans ce cadre aussi aborder les limites de ce choix qui sont toutefois relativement souples et c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans un premier temps, donc, je me propose d'aborder la question du point de vue belge, de l'angle
de l'angle fiscal belge, la question de la résidence. En droit de succession, dans les 3 régions, ce que l'on considère comme étant un résident, on l'appelle l'habitant du royaume. Alors, qui est cet habitant du royaume? Cet habitant du royaume, c'est celui, dit le législateur, qui a en Belgique son domicile fiscal ou le siège de sa fortune. Le domicile et la question de la résidence, c'est une matière que j'aborderai lors d'un second séminaire. C'est un chapitre entier que je donne à l'université qui prend plusieurs heures et qui, je pense, dépasse ce cadre. L'idée étant d'avoir un spectre relativement large et de revenir de manière très approfondie sur cette question-là. 2 points essentiels cependant, c'est que d'une part, effectivement, cette notion de résidence s'assied sur cette question de domicile qui est une notion de fait et sur cette notion de siège de la fortune. Ces notions sont cumulatives et donc ça n'est pas parce que une personne quitte le territoire avec femmes et enfants pour s'installer dans des régions sous des cieux plus cléments que pour autant il perd cette qualité de résident, il perd cette qualité d'habitant du royaume. Cette problématique a été consacrée dans un célèbre arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt Derckx, que je vais vous résumer en quelques mots. Monsieur Derckx est un résident fiscal belge qui décide d'émigrer à Monaco avec armes et bagages. Il vit à Monaco, il est inscrit à un club de sport à Monaco, il a ses consommations d'énergie à Monaco, il a son immatriculation à Monaco, il a quelques comptes à Monaco, il va voir son médecin à Monaco. La seule chose, c'est qu'il reste très actif ici à Bruxelles, il a une société d'exploitation, il a une société immobilière, il tient ses conseils d'administration ici à Bruxelles, et le fisc considère qu'effectivement, il n'a plus son domicile au sens de l'article 1 du Code des droits de succession en Belgique, mais qu'il y a le siège de sa fortune. Et la Cour de cassation a considéré à juste titre qu'il restait résident fiscal belge, nonobstant le fait qu'il avait changé qu'il était inscrit sous le registre monégasque. La notion de résidence, la notion d'habitant du royaume est fondamentale puisqu'elle va déterminer le spectre ou l'assiette de l'impôt belge de droit de succession. Et cette assiette, lorsqu'on est habitant du royaume, elle est excessivement large puisqu'elle vise le patrimoine mondial du résident, en quelque lieu qu'il se trouve. Et donc, patrimoine mondial, le patrimoine mondial, ça inclut les valeurs mobilières, ça inclut les comptes à l'étranger, les actions, les obligations, les liquidités, les parts de fonds étrangers, les immeubles, ça inclut, je dirais, tout ce qui est, d'un point de vue juridique, considéré comme meubles et immeubles, corporels ou incorporels. C'est excessivement vaste. La taxation s'opère en droit de succession sur base d'une valeur dite vénale au jour du décès du résident. Et cette valeur, quelques mots sur cet élément-là, c'est une valeur que l'on peut obtenir dans le cadre d'une vente où il existe un nombre suffisant d'amateurs. L'idée est d'asseoir cette valeur sur base de ce que le bien peut représenter pour une généralité d'amateurs. Alors, ça n'est pas le prix le plus haut, cette valeur ne tient pas compte d'éléments subjectifs tels une valeur de convenance, c'est ce qu'on appelle une valeur normale, c'est ce qu'on appelle la valeur vénale. Je me permets d'insister un petit peu sur cette notion. En droit belge, en droit fiscal belge, il est possible de fixer cette valeur par le biais d'une procédure qui est la procédure d'expertise préalable. Quelle est l'idée?
L'idée est toute simple, elle est de s'entendre avec l'administration sur un expert dont les conclusions liront l'administration et le contribuable. Quel est l'intérêt de cette démarche? Cette notion de fixation de valeur vénale n'est pas chose aisée et bien entendu, on a régulièrement des points de vue différents. Je vais vous donner un exemple très concret de cette procédure et de l'avantage qu'elle permet. Dans le cadre d'un dossier d'un client qui est décédé malheureusement quelques jours après les attentats de Bruxelles, ce client avait un portefeuille immobilier assez important. Et donc, se poser la question de déterminer cette valeur vénale dont je vous ai dit qu'elle s'appréciait au jour du décès. La discussion que nous avons eue là avec les héritiers, elle est très simple, c'est de se dire que dans la semaine qui a succédé les attentats, il ne s'est absolument rien passé. On était dans un état, je dirais, presque de guerre. Hein. Il n'y a pas une transaction immobilière qui s'est signée à ce moment-là, et la valorisation doit se faire à ce moment-là. Nous avons demandé d'avoir recours à un expert, ce sur quoi l'administration nous a rejoints, et nous avons entamé une discussion avec l'expert sur base de cette valorisation et sur base du fait que dans les semaines qui ont suivi ces événements, malheureusement, au jour du décès, eh bien, la valeur vénale était pas proche de zéro, mais dérisoire. Le fisc nous a suivis et 1 an plus tard, nous avons revendu, une fois que le marché avait retrouvé des couleurs, les héritiers ont revendu l'immeuble à sa valeur vénale et nous avons évité une lourde insuffisance et permis ainsi une sacrée économie de droits de succession. En droit de succession, je vous l'ai dit, bien immeubles sont imposables, les plus-values sont malheureusement en quelque sorte imposables, les accroissements de valeur le sont, les parts de sociétés ou de structures étrangères, en quelque endroit qu'elles se trouvent, qu'il s'agisse de SPF luxembourgeoises ou de sociétés plus exotiques, eh bien, ces parts sont taxables sur base des mêmes critères. Les secondes résidences aussi. Je permets peut-être une petite réflexion par rapport aux secondes résidences et de manière générale par rapport aux valeurs mobilières. Et je reviendrai aussi sur cet aspect-là lors des prochaines conférences. On vit depuis 2014 dans un autre monde fiscal, notamment à cause ou grâce à ces questions de point de vue, à l'échange d'informations qui est devenu excessivement large. On est passé de la directive épargne où l'information était cantonnée, pour dire les choses très simplement, aux intérêts, à un échange au niveau européen et au niveau mondial qui porte quasi sur l'intégralité des actifs des résidents à l'étranger. Valeur mobilière, compte, titulaire de compte, opération, solde des comptes, immeubles, revenus professionnels. On a un spectre d'informations, d'échange d'informations automatique, je dis bien automatique, qui est considérable depuis 2014 et qui ne fait que s'étendre puisque, de mémoire, je pense que 97 pays ont adhéré à ce système d'échange automatique d'informations, dont les pays les plus attachés au secret bancaire. La Suisse, c'est déjà derrière. Je ne parle pas que d'elle, je parle de pays comme le Panama, Singapour, etc. S'agissant des résidences, de secondes résidences étrangères, dont nos parents, nos grands-parents avaient oublié de les signaler à l'administration fiscale, se disant que de toute façon, avant que l'information ne remonte, eh bien, ça prendrait un certain temps. Ces secondes résidences, aujourd'hui, font évidemment l'objet d'une attention particulière du fisc. Et en droit de succession, elles sont taxées soit sur base d'une valeur dont on peut l'asseoir ou l'étayer par des documents,
des documents, ça peut être une expertise d'un agent immobilier, ça peut être une expertise d'un professionnel de l'immobilier. Et à défaut, et c'est un petit peu la problématique de ces secondes résidences, à défaut, le fisc nous dit que l'on doit prendre en considération 20 fois la valeur locative, 20 fois le loyer de l'immeuble, sachant lorsqu'il s'agit d'un immeuble bâti, et de 30 fois le loyer lorsqu'il s'agit d'un immeuble non bâti. Annuel, bien sûr, oui, annuel. Avec une autre particularité, c'est que pour les immeubles qui sont situés à l'étranger, l'expertise préalable n'est pas disponible, n'est pas possible. C'est à mon sens, je le dis entre guillemets, c'est à mon sens une contrariété au droit européen. Clairement, on se trouve dans une situation où on, en quelque sorte, désavantage les investissements à l'étranger par rapport aux investissements qui sont réalisés en Belgique. Je pense que c'est problématique et c'est contraire clairement au droit européen et à la libre circulation des capitaux. Un petit mot aussi sur les œuvres d'art. Les œuvres d'art sont bien évidemment imposables. Et la manière dont le fisc obtient des informations sur les œuvres d'art, c'est soit par le biais des contrats d'assurance, mais c'est aussi par le biais des salles de vente. Les salles de vente à l'étranger, soit à Londres, à New York, à Paris, sont de plus en plus amenées à solliciter et à transmettre les informations au fisc sur les produits, sur la valeur de réalisation des œuvres d'art. Taxation sur le patrimoine mondial des résidents, et même au-delà, puisque le fisc a introduit ce qu'on appelle en droit de succession des fictions. Le fisc considère que, outre les actifs qui sont transmis par succession, donc qui sont transmis d'une génération à une autre, ou d'une personne à une autre par le biais d'une succession, d'autres opérations doivent intégrer cette succession, alors même qu'elles ne sont pas transmises par succession, mais qu'elles le sont soit antérieurement à la succession, soit qu'elles le soient par le biais de contrats. Deux exemples. Un premier que vous connaissez à mon avis tous, c'est l'article 7 du Code des droits de succession. Et que dit l'article 7 ? Il dit ceci, en substance, les biens que le défunt a donnés dans les 3 ans qui précèdent son décès et qui n'ont pas fait l'objet d'un droit d'enregistrement sont imposables et doivent réintégrer la base successorale du défunt. Quelles sont les opérations ou les donations qui sont visées ? Les donations étrangères. Il y a, comme vous le savez, certains pays, je pense à la Hollande, je pense à la Suisse, en Italie aussi, je pense qu'il y a une possibilité, ou en tout cas il n'y a pas de droit d'enregistrement, on va dire les choses comme ça, sur les donations notariées qui sont passées dans ces pays-là. Et donc, une donation d'un portefeuille titre, une donation d'un contrat d'assurance, une donation de valeur mobilière qui est effectuée dans les 3 années doit réintégrer la base imposable du résident et donc est taxable en droit de succession. Il en va de même pour ce qu'on appelle dans le jargon les donations indirectes. Donations manuelles, bon, il y en a forcément de moins en moins, mais il y a également un grand nombre de donations indirectes. Donc ce ne sont pas des donations notariées, ce sont des donations qui sont faites notamment par le biais d'un virement. Le virement bancaire est le support de la donation. Et ces donations sont matérialisées ou en tout cas établies par le biais d'un pacte adjoint. À partir du moment où ces donations ne sont pas enregistrées, elles font partie de la succession du défunt et donc sont imposables. Autre fiction, c'est l'article 8 qui vise ce qu'on appelle les stipulations pour autrui et plus concrètement les capitaux qui sont versés dans le cadre de contrats d'assurance. Le cas est typique, je souscris un contrat d'assurance sur ma tête en faveur d'un tiers et à mon décès, ce capital
est transmis, est octroyé à ce tiers. Ça n'est pas une opération, je dirais, à proprement parler, ce n'est pas une opération qui est la transmission ne se fait pas par succession, hein, on est dans le cadre d'un contrat. Le fisc considère que cette opération, que ce capital est assimilé à un lait et est taxable dans le chef du bénéficiaire. Donc ce sont tous les contrats d'assurance décès qui sont bien évidemment visés. Il existe un certain nombre d'exceptions, notamment pour les assurances groupes qui revêtent un caractère obligatoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces exceptions, mais il faut notamment également qu'il existe, outre que le contrat qualifie d'assurance groupe, il importe aussi qu'il y ait un règlement interne à l'entreprise. Et dans ces hypothèses-là, ou lorsque ces conditions sont remplies, l'époux peut en principe bénéficier d'une exonération. S'agissant des non-résidents, l'imposition est plus limitée puisqu'elle porte exclusivement sur les immeubles et l'on ne parle pas de droit de succession mais de droit de mutation par décès. Alors, il y a bien évidemment parmi les non-résidents ceux qui peuvent bénéficier de l'article 13 du protocole. Je pense qu'à l'occasion d'un précédent colloque, on vous en a déjà dit un mot. Je reviendrai sur ce protocole dans le détail par rapport à l'examen de la question de la résidence. J'attire votre attention toutefois déjà sur le fait que, bien évidemment, une fois que l'on atteint l'âge de la pension, eh bien, ce régime n'est plus d'application. Et si d'aventure le fonctionnaire conserve son domicile ou le siège de sa fortune ici en Belgique, eh bien, il devient ou redevient résident fiscal belge. C'est pour la Belgique, c'est l'assiette en matière de droit de succession belge, résident, non-résident, droit de mutation, droit de succession, patrimoine mondial, immeuble de l'autre côté. Au niveau au-delà de nos frontières, comme je vous l'évoquais, il existe des facteurs de rattachement, des critères d'imposition qui sont bien plus larges. Ce n'est pas à vous que je dois le dire. Chaque État est souverain en matière de fiscalité et c'est particulièrement vrai dans le cadre de l'impôt des successions. Si on a bénéficié d'une avancée majeure par le biais du règlement sur l'unicité de la succession, règlement de 2012 qui est rentré en vigueur au mois d'août 2015. C'est une avancée majeure sur laquelle je reviendrai également, mais ce règlement se cantonne aux aspects juridiques d'une succession, donc à la liquidation de la succession, à la planification de la succession. Il n'y a malheureusement pas un mot sur les aspects fiscaux des successions. C'est dommage, mais c'est comme ça. Au niveau des instruments internationaux, ou en tout cas des instruments qui permettent de limiter les impositions multiples en droit de succession, il existe une convention modèle, à l'instar de celle qu'on connaît en matière d'impôt sur les revenus. Force est de constater que malheureusement, cette convention a été adoptée par deux États, par la France et par la Suède. Il n'existe aucune autre convention, malgré, je dirais, les relations, ou en tout cas malgré l'attractivité ou la fiscalité extrêmement large de certains États, comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, qui ont des facteurs de rattachement extrêmement importants et qui génèrent, comme je vous le disais, une double, voire plus une double ou une triple imposition. Il y a eu un projet avec les États-Unis qui n'a malheureusement pas abouti. Alors, quels sont ces critères d'imposition et quels sont les pays qui pratiquent ou dans quel pays retrouve-t-on ces différents critères? Le premier critère, c'est le critère de la résidence du défunt. C'est un critère classique que l'on retrouve chez nous et que l'on retrouve dans nombreux pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie,
l'Afrique du Sud, le Luxembourg ou le Pays-Bas. Ouais, vous allez me dire, très bien, chacun sa résidence, et donc à partir du moment où le pouvoir d'imposition est attaché à ce critère-là, il y a peu de risque de conflit. Eh bien, malheureusement, force est de constater que ce n'est pas le cas, parce que chaque État a sa perception de la résidence, et puis d'autres États ont, je dirais, par le biais de fiction, étendent la notion de résidence sur plusieurs années, ou, je dirais, ou étendent cette notion de résidence par le biais d'une territorialité plus large. Je reviendrai là-dessus également. Critère de la résidence du défunt, ça c'est le critère qui est retenu en Belgique. Critère de la résidence des héritiers dans d'autres pays. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la France. Donc d'entrée, vous pouvez imaginer que dès lors qu'une succession d'un résident belge est dévolue en faveur de résidents français ou de résidents espagnols, eh bien on est déjà à plein dans le cadre d'une imposition multiple. Critère de la nationalité du défunt, d'autres États ont choisi aussi comme critère de rattachement la nationalité du défunt. C'est le cas des États-Unis, de la Suède, de la Bulgarie, de la Grèce notamment, et de la Pologne. Si je ne m'abuse, autre critère très important, et que malheureusement dans la pratique je constate qu'il est souvent perdu de vue, c'est le critère de la localisation des biens. S'agissant des immeubles, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est l'application de ce critère par rapport aux meubles. Et notamment, ce critère est pratiqué par les États-Unis. Les États-Unis considèrent que sont soumis à l'estate tax les actions de sociétés américaines. Et donc, dans une succession, dans une succession comprenant des valeurs mobilières, et bien souvent, évidemment, il y a des titres américains avec une problématique de double imposition à l'estate tax, même si aux États-Unis, il y a une quotité exemptée, une première quotité exemptée relativement importante. En attendant, une fois que cette quotité est dépassée, bien évidemment, les titres sont imposables en droit américain. Autre notion un petit peu, je dirais, plus particulière, ce sont les sociétés à prépondérance immobilière. Alors, ce n'est pas quelque chose de très courant, mais enfin, je pense que c'est quelque chose que l'on retrouve de temps à autre dans les successions. Les actions d'une société sont considérées comme des meubles. La France considère que les sociétés qui possèdent un patrimoine immobilier dont le bilan est composé à plus de 50% d'immeubles, en fait, sont constitutives d'immeubles. Dernier critère, dernier facteur de rattachement, c'est la résidence du débiteur des capitaux, et c'est un critère qui est adopté par l'Espagne. Dans les slides, je vous ai repris un exemple de quadruple imposition. C'est l'exemple du ressortissant américain qui réside en Belgique et qui laisse des titres d'une société française à une personne qui réside en Allemagne. Voilà, nous sommes à plein dans une imposition multiple et ça n'est vraiment pas chose aisée de dépatouiller cette succession-là et de faire en sorte d'alléger les droits et la fiscalité afférente à une succession comme celle-là. J'enchaîne donc sur le troisième volet, a priori le plus réjouissant de cet exposé. Il existe des moyens d'atténuer ces impositions multiples. Il existe différents moyens d'un point de vue belge. Le premier moyen, c'est la possibilité ou le droit d'imputer l'impôt étranger
portant sur des immeubles situés à l'étranger. Et donc l'article 17 permet d'imputer les droits de succession qui sont perçus à l'étranger sur les droits de succession belges. C'est assez restrictif parce que ça ne porte que sur les immeubles et ça s'intègre dans une procédure qui est relativement contraignante avec des délais relativement courts, même si a priori on pense que l'on a le temps. Je crois que de mémoire, l'on a 2 ans pour procéder à cette imputation. La difficulté pratique, c'est que dans le cadre de la gestion d'une succession, les procédures sont relativement longues et souvent assez compliquées à mener. Et en fait, chemin faisant, on se rend compte que le délai de 2 ans passe assez vite et qu'on sort du cadre de cet article 17. Autre possibilité, qui est aussi, comment dirais-je, qui n'est pas toujours admise par l'administration et qui fait toujours l'objet d'une discussion avec l'administration. Une succession est imposable sur son actif net, donc l'actif moins les dettes. Ça, c'est assez simple. L'idée est de qualifier le droit de succession étranger de dette et d'obtenir l'aval de l'administration sur cette question-là. Le principe étant, selon l'administration, qu'un droit de succession étranger, un droit de mutation étranger est un droit qui est propre à son bénéficiaire et donc qui ne fait pas partie d'une dette successorale. C'est la dette de son titulaire, c'est la dette de l'héritier. Cependant, l'administration a admis à 3 reprises qu'un droit de succession pouvait être considéré comme une dette de la masse et donc être considéré comme une dette déductible. Il y a une décision récente de Vlabel, qui est la commission de ruling en matière fiscale, qui a considéré que l'inheritance tax anglaise était à considérer comme un droit déductible. Il y a une vieille décision qui date des années 60, qui est encore publiée par l'administration et qui vise à considérer que l'estate tax américaine peut être aussi considérée comme déductible. Il y a également une décision qui concerne l'estate duty qui est perçue en Australie. Le transfert de résidence, c'est certainement aussi un mode d'optimisation fiscale. Je reviendrai sur ce point-là lors de notre prochain séminaire, lors de notre prochaine rencontre. Venons au choix de la voie la moins imposée et à ce principe sacro-saint, à cette liberté qui appartient à chacun d'entre nous d'organiser, de planifier, de prévoir et de limiter les implications fiscales de sa succession, et d'ailleurs pas que de sa succession, puisque c'est un principe que l'on retrouve dans les autres branches du droit. C'est un principe qui a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation en 1961 et qui est consacré, comme je vous le disais, aussi en droit européen. Quels sont les principes de ce choix, ou plutôt quelles sont les limites de ce principe? Il y a un antagonisme, et c'est rien de le dire, entre l'exercice de ce droit et l'administration, qui existe depuis la nuit des temps. Vous vous souviendrez peut-être que, je crois que ça devait être dans les années 90, on a vu en Belgique naître une disposition qu'on appelle une disposition anti-abus. Cette disposition a été remaniée parce qu'elle était inapplicable. Je vais vous passer les détails et l'historique. Et donc, ce texte a été revu pour être voté en 2012 et est apparue à cette occasion la notion d'abus fiscal. Et donc, que dit le législateur dans ce cadre? Il dit, certes, vous pouvez exercer votre droit à l'optimisation, vous pouvez planifier, vous pouvez limiter vos impôts, mais vous devez le faire dans une certaine mesure,
et en tout cas dans la mesure où les actes que vous accomplissez qualifient d'abus fiscal, eh bien, cette liberté tombe. 2 mots sur cette mesure anti-abus qui est un petit peu technique. Quelle est l'idée du législateur? Le législateur dit ceci. Si vous posez un acte qui a pour objectif d'éviter un impôt ou pour objectif de bénéficier d'une réduction d'impôt, et si vous posez cet acte, ou si vous réalisez cette opération exclusivement dans un but fiscal, il y a abus fiscal et donc vous ne bénéficiez plus du droit du choix de la voie la moins imposée. 2 éléments fondamentaux dans ce texte. Le premier élément, qui est un élément objectif, c'est qu'il faut, dit le législateur, que le contribuable pose un acte et que cet acte soit en violation d'un des objectifs du législateur. Donc le contribuable doit éviter, quel exemple je pourrais vous donner? Par exemple, oui, prenons le cas de ce qu'on pourrait prendre comme exemple. Éviter les droits de succession. Bon, voilà, on pourrait imaginer, on va reprendre les tarifs en matière de droits de succession. Et donc, l'administration considère, et je vais revenir d'ailleurs sur un cas de jurisprudence récente, l'administration considère que dans certains cas, l'acte qui a été posé est contraire à l'objectif du législateur, qui est d'imposer cette opération à un taux progressif. Ce qui est important, c'est qu'il faut donc, pour l'administration, le travail qui incombe à l'administration, c'est de rechercher la volonté précise et exacte que le législateur a suivi dans l'élaboration de ce texte. Donc, d'une part, le fisc ne peut pas dire « oui, mais vous avez choisi d'éluder l'impôt et donc l'objectif du législateur était de percevoir une taxe ». Ce n'est pas un objectif défini. L'idée, c'est vraiment de percevoir par rapport à l'article de loi qu'on évite, quel est l'objectif qui a été poursuivi à ce moment-là et quelle est l'intention du législateur. Donc, il faut une disposition précise, je vous le disais, et il faut déterminer quel est cet objectif. En matière patrimoniale et en matière de droit de succession, c'est une difficulté, notamment parce que la plupart des textes en droit belge ont plus de 150 ans, ou en tout cas, pas la plupart, mais en tout cas certains ont plus de 150 ans, et retrouver cet objectif ou cette volonté législateur est un travail parfois d'historien. Mais ce travail incombe dans la dynamique de l'application de cet article à l'administration. Et si dans le cadre de la recherche de cet objectif, l'administration ne parvient pas à définir quel est l'objectif en réalité poursuivi par le législateur, soit que cet objectif ressorte du texte, soit qu'il ressorte des travaux parlementaires, eh bien, le doute doit profiter aux contribuables et donc il n'est pas question de faire valoir un quelconque abus fiscal, il n'est pas question de faire valoir que l'élément objectif est apporté, que la preuve de cet élément objectif de l'abus fiscal est apportée. Est-ce que je suis toujours dans les temps, Monsieur le Président? Oui. L'élément subjectif, c'est l'intention d'éviter l'impôt. C'est donc ces 2 éléments dont l'administration a la charge de la preuve. L'autre bonne nouvelle, c'est bien entendu que le contribuable peut faire la preuve du contraire et peut établir que l'opération qu'il a réalisée, que l'acte qu'il a posé n'a pas pour objectif d'éviter l'impôt, ou en tout cas qu'il n'a pas pour objectif que d'éviter l'impôt. Et donc dans une matière comme la matière patrimoniale, ces objectifs sont légion. Un premier objectif, qui est souvent opposé à l'administration, c'est celui de garder
un patrimoine, de préserver un patrimoine, de faire en sorte que ce patrimoine soit pérenne. Un autre objectif, c'est la protection du conjoint. On sait que lorsqu'une succession s'ouvre, il y a un démembrement qui se fait entre démembrement de propriété, qui se fait en usufruit nue propriété, avec des droits qui sont extrêmement puissants de part et d'autre, puisque notamment les enfants peuvent exiger la conversion d'un usufruit, c'est-à-dire convertir l'usufruit en capital. Les enfants peuvent exiger, par exemple, en cas d'indivision, la sortie d'indivision et la vente forcée d'un bien. Et donc, un des objectifs que l'on peut faire valoir dans le cadre d'une planification, c'est bien évidemment celui-là, ou un objectif je dirais, à caractère patrimonial. Pardon ? D'accord, d'accord. Si on ne parvient pas à faire la preuve du contraire, eh bien l'opération est requalifiée et les droits sont dus. L'application de cet article pose beaucoup de questions sur lesquelles je ne vais pas insister ici. Quel recul on a par rapport à cette disposition anti-abus qui date de 2012? Quel recul on a en matière jurisprudentielle? Eh bien, sur l'article 106 et sur l'article 18, on a très peu de recul. Tout simplement parce qu'à ma connaissance, il y a une décision qui a été rendue récemment, sur laquelle je reviendrai dans un instant. On a un recul, par contre, par rapport à une décision similaire qui existe en matière TVA, à l'article 1 du Code TVA, qui parle de pratiques abusives, et par rapport à laquelle la jurisprudence est très favorable aux contribuables. Je vais rapidement évoquer ces arrêts de jurisprudence. Je vais même en faire la synthèse. Comme ça, on pourra garder un peu plus de temps pour les questions. 2 arrêts de la Cour de justice et un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. De manière très schématique, tant la Cour de justice que la Cour d'appel de Bruxelles rappellent rappelle le principe fondamental de ce choix de la voie la moins imposée. Et par rapport à une opération, je vais vous donner un exemple concret, dans un cas qui était soumis au tribunal, le contribuable avait opté pour une opération qui était assujettie à la TVA, donc qui était un droit d'occupation avec activité complexe. Il avait opté pour cette opération-là plutôt que pour une opération de location immobilière exemptée. L'idée étant fondamentalement qu'en choisissant la première opération, il bénéficiait d'un droit de déduction et ça lui était favorable. Le fisc lui dit « mais non, vous avez choisi l'opération qui vous était la plus favorable, il y a abus fiscal, votre intention était d'éviter l'impôt. » Et la Cour dit « non, il n'y a absolument aucune volonté, ou en tout cas contrariété à l'objectif du législateur, puisque clairement le législateur a prévu ces 2 opérations. Et donc, par la force des choses, il ne peut y avoir de violation de la volonté du législateur. Par ailleurs, notamment dans le cadre de cette jurisprudence, il y a des objectifs financiers importants dont peut se prévaloir le contribuable. Dans un autre cas, la Cour a fait valoir et a considéré le caractère non artificiel des opérations. Et a dit ceci en substance: à partir du moment où les parties respectent les conséquences de leurs actes et qu'il n'y a pas d'artifice, que on a respecté les effets de ces conventions, eh bien, il n'y a pas abus fiscal. En matière patrimoniale et en matière successorale, l'administration fiscale a établi des listes blanches et des listes noires. Certaines opérations sont considérées comme abus fiscal dans tous les cas.
Et certaines opérations sont considérées comme n'étant pas des abus fiscaux, pour autant que certaines conditions soient remplies. Revenons sur... c'est un débat qui a eu cours suite à l'entrée en vigueur de cette disposition. Revenons sur nos donations qui sont passées à l'étranger ou sur les donations informelles, qui ne sont par essence pas soumises à droit d'enregistrement. Est-ce que, lorsque l'on procède à une telle opération, est-ce qu'on se rend auteur d'un abus fiscal ? Ben, clairement non, puisque à la réflexion, qu'est-ce que le législateur fiscal a choisi d'imposer? Il a choisi d'imposer les donations notariées et les donations que l'on présente volontairement à l'enregistrement. Et donc opter pour une opération qui n'est pas visée par le législateur, c'est bien évidemment parfaitement légal et ça n'a rien d'abusif. Attention peut-être... un mot sur les donations. Si en droit de succession, il n'y a que 2 conventions qui ont été signées avec la Suède et la France, comme je le disais, en matière de donation, il n'y a pas de convention du tout. Et donc, il faut être attentif lorsque l'on met en place une planification de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres facteurs de rattachement avec d'autres États, notamment, et je reprends le cas de la France dans les slides que j'évoquais, qui permettent là aussi une double imposition. Est-ce que le recours à une Stichting, à une Anstalt, à une SPF luxembourgeoise, est-ce qu'un recours à un trust est constitutif d'abus fiscal? Non, je ne le pense pas. Ce sont des outils de gestion, ce sont des outils qui permettent de gérer et d'organiser la gestion d'un patrimoine. Et donc, pour moi, il n'y a pas matière à abus fiscal. 2 mots encore. Les contrats de mariage sont d'excellents outils, sont des outils assez simples et on a la chance dans notre pays de bénéficier d'outils de planification qui sont particulièrement efficaces et particulièrement simples. Je pense qu'il est opportun d'y avoir recours. Il y a eu tout un débat qui vient de se terminer il y a quelques mois sur la question de savoir si la clause dite de la maison mortuaire était constitutive d'un abus fiscal, le principe étant que 2 époux mariés sur un régime de communauté de biens, dans l'hypothèse où l'un d'eux était atteint d'une maladie incurable, eh bien, les époux s'attribuaient la communauté à l'époux en bonne santé. Voilà, pour faire simple, l'administration a considéré qu'il y avait abus fiscal et qu'il y avait violation de l'article 5 du Code des droits de succession. Clairement non, puisque dans cette hypothèse-là, la condition qui donnait, ou en tout cas qui générait l'application de l'article 5 n'était pas rencontrée. La Cour de cassation s'est prononcée à 3 reprises sur cette question-là. Malgré tout, l'administration a maintenu sa position. Et de guerre lasse, elle a modifié son texte. Aujourd'hui, ce texte est amendé. Dernier, peut-être, exemple dans le cadre de cet exposé, les clauses d'accroissement. Les clauses d'accroissement sur valeur mobilière, le principe est assez simple. 2 personnes sont en indivision sur un portefeuille titre et décident que, au décès de l'un d'eux, eh bien, la part du défunt accroîtra celle du survivant. C'est un mécanisme aléatoire, donc chacun, entre guillemets, prend le risque de bénéficier ou de perdre le bénéfice de cette convention. C'est un contrat aléatoire et à titre onéreux. Et donc il n'y a pas d'intention libérale dans le chef des contribuables. D'un point de vue juridique, c'est tout à fait clair. L'administration a considéré que dans cette hypothèse-là, il y avait abus fiscal, en disant il y a intention libérale, c'est une clause d'accroissement qui s'est faite entre époux, et donc il y a une présomption d'intention libérale objective entre époux.
le tribunal de Mons a balayé les arguments de l'administration fiscale d'un revers de la main en disant qu'il n'y a bien entendu ni critères objectifs ni critères subjectifs dans le cadre de cette application. Il n'y a pas abus fiscal et, de surcroît, les époux poursuivaient des objectifs qui étaient non fiscaux, dont la protection du survivant. Que conclure? Je pense qu'en guise de conclusion, ce qui est important dans un premier temps, c'est de faire un petit peu un bilan de la situation par rapport à sa résidence. Ça, c'est une chose, mais aussi par rapport aux différents critères de rattachement qui impliquent la succession du défunt. Dans quel pays sont situés ces facteurs de rattachement et quelles sont les conséquences. Je pense qu'il faut évidemment avoir un regard fiscal, mais surtout juridique. Je pense que les deux sont intimement liés. Et comme je vous le disais, le droit de planifier est un droit fondamental. Il existe un grand nombre d'outils de planification. Et ce qui est important aussi de mettre en lumière, c'est que l'attentisme en fiscalité des droits de succession n'est pas récompensé. La fiscalité, par la progressivité des taux notamment, et par un certain nombre de piliers de la fiscalité en droit de succession, pousse à planifier et encourage à la planification, ce qui est a priori parfaitement légal, comme je le disais, sauf le cas échéant application de la mesure anti-abus, qui peut être circonscrite, le cas échéant, par le biais d'un avis de la commission de ruling. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, on va prendre les questions de la salle. Je voulais préciser aussi que dans nos services à l'Union syndicale, donc nous avons des accords avec le cabinet de Maître Van Helder. Si vous avez un problème très spécifique, la première consultation est gratuite, mais après, c'est du privé entre l'avocat et vous-même, parce que si on ne peut pas suivre toutes les situations et tous les contentieux qu'il pourrait y avoir là-dedans. Donc, on va prendre peut-être 3 questions et on va commencer à essayer de répondre. Monsieur? Ce que je vais dire, ça sera très simple par rapport à la complexité de tout ce que vous avez présenté. Et ça se limite aux donations, en fait. Est-ce qu'une solution, au moins à une très petite partie de tout ce que vous avez décrit là, n'est pas d'essayer de faire des donations le plus tôt possible, tout en gardant la clause de l'usufruit? Je parle uniquement pour les immeubles. C'est certainement un outil intéressant et un outil de planification très efficace. La difficulté avec les donations, c'est que d'une part, elles sont irrévocables. Donc, une fois que vous avez donné, mais forcément, c'est irrévocable, vous ne savez pas revenir dessus. Et donc, les circonstances de la vie font que parfois, eh bien, une planification doit se réorienter. Et l'autre aspect, la question du démembrement, hein, parce que c'est de ça dont vous parlez, je donne la nue propriété, je garde l'usufruit, est aussi sujette à attention, notamment parce qu'on a perdu une partie de sa liberté. Vendre un usufruit sur le marché, hein, si vous devez faire face à des difficultés financières, je parle de l'usufruitier, l'usufruit il est tout à fait liquide. Hein, vous ne savez pas... et donc vous avez droit au loyer, oui, effectivement. Mais alors il y a des tensions qui se créent parce que les nus propriétaires ont des charges plus importantes, hein, les grosses réparations, etc. Donc, et puis il y a toute la question du rapport, la question de puisque les donations sont rapportables, à qui vous avez donné, selon quelle quantité. Mais oui, en tout cas en matière immobilière, c'est certainement une piste. Oui, madame, et ensuite monsieur. Est-ce qu'il y a des seuils financiers pour les donations? Est-ce qu'il y a des seuils?
Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, il y a des seuils en fonction, d'abord, selon la nature du bien, ces seuils varient selon la nature du bien, selon les régions, et alors selon l'intensité du lien. Donc, selon que vous êtes en ligne directe, en ligne collatérale ou entre étrangers, les taux varient. Et là, on a des taux qui passent de 3 à... on a eu en région wallonne 90%. Donc ça a été considéré par la Cour constitutionnelle comme exorbitant et comme une atteinte au droit de propriété. Donc on est revenu à 80%. Comme une atteinte au droit de propriété. Non, on est passé de 90 à 80. Ouais. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Ils ont réagi, mais voilà ce qu'ils ont obtenu. Ils ont obtenu 80%. Alors, il y a d'autres possibilités aussi. L'idée, c'est de rendre les immeubles liquides, c'est-à-dire de les rendre meubles. Hein, donc, l'idée, c'est de mettre ces immeubles dans une société patrimoniale et puis de céder, de donner les titres. Et là, de manière à bénéficier d'une fiscalité, cette fois-ci, mobilière, et de bénéficier de 3% sur les titres de la société. Donc ça, c'est une piste aussi. 3 ou 7,5. Voilà. Merci. Sur la question très, très épineuse, en effet, des critères de rattachement, si nous prenons l'exemple d'une personne française qui décède en Belgique et qui est résidente du Royaume, si l'héritier ou l'héritière est français, ça veut dire que les Français vont demander, eux, en qualité pour taxer la succession, si l'héritier de cette personne décédée en Belgique est française. Et comment concilier, et les Belges diront que... Pardon ? Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de double imposition. Pas tout à fait. Il y a une convention, mais l'État conserve une réserve de progressivité, donc conserve la possibilité de garder, c'est technique, de garder dans sa base imposable. Pardon. Je disais donc l'imposition ne sera pas, la double imposition ne sera pas éliminée, mais elle sera atténuée. L'État conserve la possibilité d'appliquer une réserve de progressivité, c'est-à-dire de faire en sorte de considérer que l'actif fait toujours partie de la succession, mais uniquement pour le calcul des taux, d'accord ? Donc plutôt que de partir de zéro, eh bien, on prend en considération l'actif qui est taxé à l'étranger et on l'intègre dans la base, mais uniquement pour l'application des taux. Et alors, il y a une possibilité d'imputer le droit étranger sur les impôts prélevés. Mais donc, c'est une imputation. C'est pas une exonération, c'est une imputation. Et alors, il y a encore des variantes en fonction de la nature des biens, mais l'État qui voudra imposer fiscalement, ce sera le français ou le belge Les deux. Les deux ont droit d'imposition. En France, il y a 3 critères. Donc, il y a effectivement la résidence du défunt, la résidence des héritiers, et puis il y a la situation des biens. Donc, les critères sont extrêmement larges. Oui, dans les conclusions, on parle qu'il existe vous dites qu'il y a un grand nombre d'outils de planning. On pourrait avoir 2 ou 3 exemples sans faire trop de publicité à l'un ou l'autre. Avec plaisir. Alors moi, j'aime beaucoup la clause d'accroissement. Je trouve que c'est un outil fantastique. Bon, c'est un petit peu... J'ai été consulté récemment sur cette question-là. Alors, le cas était un petit peu particulier, mais c'était quelqu'un qui n'avait plus de contact avec son enfant et qui m'a dit, bon ben voilà, moi on a vraiment des relations qui sont extrêmement complexes, on s'est perdu de vue, je ne souhaite pas que ma fille hérite à mon décès, elle héritera au décès du dernier survivant.
Et donc, ce que nous avons mis en place, c'est une clause d'accroissement sur des immeubles et sur des meubles d'ailleurs. Donc, ce qui se passe de manière très concrète, c'est une clause d'accroissement en pleine propriété. Monsieur décède, l'intégralité, ou en tout cas sa quote-part, revient à son épouse. Il n'y a pas de droit, il y a pas de droit de donation, pas de droit de succession. C'est juste hors du commun. C'est fiscalement très efficace et civilement c'est très efficace aussi puisqu'on évite tous les écueils liés à la donation, les rapports, les réductions, hein, lorsque la donation excède la part réservataire. Donc voilà, ça c'est pour moi un outil. Les contrats de mariage, je pense aussi, sont des outils appréciables. Les donations étrangères, je pense aussi que une donation, qu'elle soit de nouveau en pleine propriété ou en démembrement, en fait, devant, je ne fais pas de publicité, mais a priori, la Hollande est la plus proche, sont des donations qui sont des actes qui sont extrêmement forts aussi, puisque s'agissant de valeurs mobilières, il n'y a pas de droit d'enregistrement. Et si le décès intervient plus de 3 ans après la donation, il n'y a pas de taxation en droit de succession. Donc, j'ai parlé de l'ammeublissement, hein, du patrimoine immobilier. Bon, c'est un peu plus complexe parce que là, il y a tout un apport à faire à une société immobilière et puis la transmission. Il faut jouer le jeu aussi, je pense, de l'apport en société et de l'affectation. Enfin, il faut jouer le jeu en droit société, en droit commercial, mais à partir du moment où on a une société patrimoniale dont on transfère des titres, il y a des outils comme la société de droit commun qui sont aussi des outils extrêmement efficaces, en tout cas qui permettent de compléter une planification. Voilà. Bon, j'ai compris que les immeubles qui se trouvent sur le territoire belge sont toujours taxés en Belgique, peu importe qui est l'héritier. Est-ce que c'est aussi le principe pour les actifs, ça veut dire pour les comptes bancaires, par exemple? Est-ce que c'est aussi un sujet? Alors, les immeubles, effectivement, vous avez raison, qu'on soit résident ou non résident, c'est imposable. Mais par contre, s'agissant des meubles, seuls les résidents, seuls ceux qui ont la qualité d'habitants du royaume sont imposables en droit belge. Lorsque l'on est non résident, on n'est pas imposable sur ces comptes belges. Le propriétaire, donc on parle du défunt ici. Chez nous, c'est la résidence du défunt qui est considérée. Je ne sais pas, je vous remercie beaucoup pour votre exposé, mais je pense, je ne sais pas, j'avais pensé que ça aurait été un exposé plus ciblé vis-à-vis de nous, que nous sommes la majorité dans nos situations, des étrangers, je répète, ici en Belgique, avec la résidence fiscale normalement d'office dans les pays d'origine. Quelqu'un d'entre nous a acheté ici, et quelqu'un a des héritiers, quelqu'un pas. Est-ce que nous ne pourriez pas être très simple? L'exemple plus facile, c'est qu'un fonctionnaire va en pension, il décide, parce qu'il a 3 années pour rester et décider où il va, et il décide de rester les 3 années encore en Belgique.
choses patrimoniales à l'étranger, il y a peut-être quelqu'un ici qui a fait des capitaux. Dans nos situations, Alors, par rapport aux choses simples, d'expérience, hein, donc les choses malheureusement ne sont pas simples. Je vais revenir sur la simplicité dans un instant, mais regardez dans votre patrimoine, ou en tout cas moi dans les expériences que j'ai certainement chaque fois, ou très souvent, un compte à l'étranger, j'ai des avoirs à l'étranger, j'ai des immeubles à l'étranger, j'ai des enfants qui vont étudier, qui vont travailler à l'étranger, j'ai des époux qui ont des nationalités différentes. D'accord ? Donc déjà, ça, c'est d'une complexité rare. Donc la simplicité dans cette matière-là, je pense qu'elle n'a pas cours. Okay ? J'en suis désolé, mais ça ne dépend pas de moi. Par rapport à la situation du fonctionnaire, le fonctionnaire, il est soit résident, soit non résident. C'est très clair. D'accord ? Soit... Pardon ? Donc alors oui, mais on part sur ce que vous venez d'évoquer. Hein. Vous me dites, je suis fonctionnaire. Vous êtes fonctionnaire. La question qui va se poser, c'est est-ce que vous bénéficiez de l'article 13 ? Donc, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes non résident ? D'accord ? Oui ? D'accord ? Donc, ça dépend. Alors, ça dépend de la question de savoir si... mais on enchaîne déjà sur le prochain sujet. Si... Au moment, l'application de l'article 13, de manière très concrète, pour le schématiser, c'est la situation d'une personne qui est nommée ou qui commence sa carrière dans un autre pays. Hein, pour reprendre le cas d'une question qui m'avait été évoquée ici. Monsieur est nommé en Italie et il vient travailler ici à Bruxelles. Il est non résident, d'accord ? Il bénéficie de l'article 13. OK ? Pour les personnes qui ne sont pas dans ce cas-là, donc qui commencent à travailler ici, qui sont nommés ici à Bruxelles, ils sont résidents. D'accord ? Ça c'est, OK ? Une fois que si on est toujours dans le premier cas, une fois qu'on prend sa pension et qu'on reste sur le territoire belge, on est résident. C'est plus clair maintenant ? Donc également pendant les 3 ans dont elle parlait, donc immédiatement après la retraite ou pendant les 3 ans qu'on peut décider où elle est, on peut encore bénéficier de l'article 13 du point de vue fiscal. Non, c'est au moment de la retraite que la question se pose. La question des 3 ans, c'est la question des donations. Excusez-moi, parce que je crois qu'il y a une petite confusion. Les 3 ans dont parle la collègue, c'est les 3 années que la Commission te donne pour exercer certains droits qui sont internes à la Commission, comme le déménagement, l'installation, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir avec la fiscalité, que, comme vous dites, dès le moment où on perd la protection de l'article 13 du protocole, on est résident fiscal du pays où on habite, ou suivant les autres critères que vous avez dit. La résidence fiscale, vous avez 3 ans pour décider d'aller où vous voulez. Alors, il y a le droit, il y a ce qu'on appelle le droit individuel. Hein, donc, vous avez 3 ans pour décider si vous allez vous installer. Et vous avez 3 ans pour décider. En attendant, à partir du premier jour de pension, si vous restez ici, vous êtes toujours résident belge. Si dans les 3 ans, vous vendez tout votre patrimoine, vous rachetez ailleurs et vous partez, vous n'avez plus rien à voir avec la Belgique, vous êtes résident danois, suédois, finlandais, mais plus résident belge. Les 3 ans n'ont rien du tout à voir, c'est dans le statut, avec les droits successoriaux internationaux et de chaque État membre ou de chaque pays. Donc les 3 ans, c'est pour vos droits individuels. Donc le fait de pouvoir déménager dans un autre pays pendant 3 ans, parce que ça implique également toute une série d'éléments,
comme le coefficient correcteur pension du pays là où vous allez. Ça, c'est 3 ans. Comment? Le coefficient applicable à chaque pays, ça ne compte pas dans les 3 ans, hein. C'est au-delà aussi. Si vous déménagez de Finlande en Italie 10 ans après, vous avez 3 ans pour vos déménagements et pour fixer vos nouveaux droits dans chaque pays. Ça n'a rien à voir avec les droits de succession. Oui. Ok. Une question dans le sens que est-ce qu'il est le mieux de, par exemple, faire un don d'un immeuble en Belgique à ses enfants le plus tôt possible? On a discuté ça avant. Est-ce que c'est bien de faire un don d'un immeuble en Belgique le plus tôt possible? Est-ce qu'on peut faire un don à un enfant mineur? Est-ce que ça c'est légalement possible? Et garder l'usufruit? Oui, on peut faire une donation à un enfant mineur. Il faut l'autorisation du juge de paix. C'est un petit peu. Il faut l'autorisation d'un magistrat, donc, ou d'un parent. C'est possible. La difficulté d'une donation faite très tôt, c'est que vous n'avez pas de vision sur du long terme. Donc, une fois que vous avez donné, c'est ce que je l'expliquais il y a un instant, vous donnez à un mineur, mais de quoi sera fait l'avenir? Quelles seront vos ressources? Comment est-ce que lui va gérer ça? Est-ce que lui va... Je n'en sais rien. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas vouloir le vendre? Donc, voilà. Alors, il me semble que c'est utile de préciser les règles concernant la résidence. Parce que, bon, disons qu'on termine le travail à la commission, on sort de l'article 13 et on a une résidence alternée. Quelles sont les règles de la définition fiscale par les autorités fiscales des résidences? Comme je vous le disais, ça fait l'objet d'un cours entier, donc je vais revenir là-dessus, mais il n'y a pas de définition, c'est une question de fait. Donc déjà, il n'y a pas de définition. La définition, je vous l'ai donnée. C'est est-ce que j'ai mon domicile ou est-ce que j'ai le siège de ma fortune? Le domicile, ce n'est pas le domicile civil, d'accord? Ce n'est pas le domicile légal. C'est ce qu'on considère, mais de nouveau, il n'y a pas de définition légale, c'est le centre de ses intérêts vitaux. C'est un ensemble d'indices, et c'est ça qui crée tellement de problèmes aujourd'hui, c'est que certains considèrent qu'il y a suffisamment d'indices en allant chez un médecin ici à l'étranger, ici en Belgique, lorsque les enfants sont encore ici à l'école, lorsqu'on a un compte ici, lorsqu'on a une voiture immatriculée, que sais-je. L'idée, c'est d'assembler les indices, en tout cas c'est comme ça que travaille l'administration, et se dit, j'ai suffisamment d'indices ici pour considérer que cette personne est résidente, et donc je la taxe. Et il n'y a pas de définition, et donc c'est vraiment du fait. C'est ça le problème. Oui, je pense que l'idée, en tout cas lorsqu'on transfère sa résidence, c'est de couper les ponts avec la Belgique. Et couper les ponts, ça passe par quoi? Ça passe par tous ces éléments-là. Plus de compte en banque, plus de rattachement, on n'est plus, enfin c'est le conseil que je donne à mes clients, on quitte son club de sport, on quitte son club professionnel. Il faut vraiment que le lien soit rompu, et c'est ce qui permet de considérer qu'on n'est plus... C'est pas uniquement facile pour les droits successoriaux, hein. D'ailleurs, on va voir tout un volet, on aura une conférence là-dessus. C'est également difficile pour nous en tant que syndicat, quand on a des collègues qu'on intègre, et parfois le PMO, quand on fixe les droits, il va falloir fixer les droits par rapport à la résidence, les 16%. Il y a des situations qui sont complètement ubuesques où il a fallu vraiment prouver à l'administration, donc de la commission, que la personne, parce qu'elle n'avait pas travaillé quelques mois au Parlement, qu'elle n'était pas restée ici. Et on a réussi dans quelques cas, et dans un cas, heureusement dans la salle de sport où la personne allait, elle pointait, quoi, et là, on a réussi à prouver qu'elle se trouvait dans ce pays grâce aux fiches de pointage
de sa salle de sport. Donc, c'est complètement dingue. Mais on a tout un volet là-dessus, je crois, dans les mois qui suivent, parce qu'on a 3 conférences. On a fait une à la commission, la deuxième sera dans les bâtiments du conseil, et la troisième sera ici également. Mais j'ai continué le tour de parole. Oui. Merci. Merci, maître, pour votre exposé très, très clair en ce qui concerne la situation en Belgique. Moi, j'avais compris qu'il y avait un règlement européen d'il y a quelques ans où on pourrait, devant un notaire, faire un choix en ce qui concerne le droit qui est applicable. Je pense que c'est très intéressant pour nous, comme collègues qui viennent tous des autres États membres. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Avec plaisir. La question du choix de la loi applicable, elle concerne uniquement les aspects civils. D'accord? Donc, elle concerne, pour dire les choses simplement, les règles qui sont relatives à la manière ou à qui sera dévolu votre patrimoine. D'accord? Donc, en Belgique, on a des héritiers légaux que sont bien évidemment les enfants, le conjoint survivant, les collatéraux, etc. Il y a en Belgique des quotités réservées. La dévolution se fait légalement d'usufruit d'une propriété, etc. Ça, c'est par exemple le droit belge. Le règlement européen prévoit la possibilité de faire choix d'une autre loi et d'appliquer une loi qui a des contenus différents, mais cela ne concerne que les aspects juridiques. Et donc, quand bien même vous allez choisir une loi étrangère, vous allez choisir, je ne sais pas moi, le droit allemand, le droit italien, si vous restez résident, le droit fiscal, la loi fiscale continuera à s'appliquer, peu importe le choix que vous avez fait. Je voudrais juste revenir par rapport à ce que vous disiez, madame. En fait, cette question de résidence, elle est encore plus compliquée parce que les critères ne sont pas les mêmes. En tout cas, il y a des présomptions qui jouent en matière d'impôt des personnes physiques et qui ne jouent pas en matière de droit de succession. En matière d'impôt des personnes physiques, il y a une présomption qui consiste à dire qu'en cas de mariage, le domicile est censé situer là où se trouve le ménage. Voilà. Et donc, mais par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en droit de succession. Il y a un monsieur avant qui avait depuis un moment, et puis ce sera vous, et après monsieur là-haut. Ok, merci beaucoup. Une question un peu spécifique dans le contexte du Brexit, parce que là, je crois, si je n'ai pas tort, que le domicile fiscal sera changé du pays d'origine, du pays de recrutement, vers le pays de l'emploi au moment où on arrive à la fin de la période de transition. Et donc à ce moment-là, on se trouve sous le régime fiscal belge entièrement. C'est vrai? Est-ce que vous pouvez juste me répéter la question? Donc, j'ai pas bien... Oui, par rapport au Brexit, j'ai compris. Il y a un projet de loi qui prévoit que, passé la période de transition, le domicile sera considéré comme... Je crois que le domicile fiscal est fixé au moment de recrutement. Mais ça dépend si on vient d'un pays membre. Alors, à un certain moment, le Royaume-Uni cesse d'être un pays membre et j'ai l'impression qu'on perd le domicile fiscal britannique, soit fin mars l'année prochaine, soit à la fin de la période de transition, et on est obligé de devenir sujet au régime fiscal belge. C'est ça ma question. Je suis désolé, je n'ai pas connaissance de cela. En tout cas, d'un point de vue belge, je n'ai rien entendu à ce sujet-là. Donc peut-être que c'est le point de vue anglais, mais ça, je ne suis pas au courant. Et justement, sur les questions Brexit, on a... La chose n'est pas encore claire, parce qu'il faudra voir quels sont tous les résultats de toutes les négociations concernant les
personnes, fonctionnaires et autres agents qui sont encore au service des institutions, etc., etc. Ce qui est clair, que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, le Royaume-Uni cesse d'être partie des traités et donc du protocole de privilèges et immunités. Donc, la protection de l'article 13 n'est plus exigeable contre l'État du Royaume-Uni, ce qui peut avoir des conséquences. En ce qui concerne la situation, puisque comme le statut dit très clairement, c'est au moment de votre recrutement quand on décide ceci, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on décide au moment de votre recrutement, il faudra voir quelle est la continuité dans le service et quelle est la continuité de ces circonstances. Je crois que c'est encore un peu trop tôt pour se prononcer, mais il est évident que si vous restez résident fiscal au Royaume-Uni, vous ne serez pas là protégé par le protocole. Ce qui voudrait dire que si vous êtes résident fiscal, toutes les exemptions d'impôts qu'on connaît comme conséquence d'impôts sur le revenu, etc., comme conséquence du protocole, ne vous seront plus applicables. Il faudrait voir dans quelle mesure les gens qui restent, obtiennent une résidence fiscale belge et continuent à travailler dans les institutions, ce qui est la politique de l'Union syndicale de demander qu'il n'y a pas de mise à pied comme conséquence du Brexit. À ce moment-là, ces gens-là, la façon la plus logique de rester protégés par le protocole, c'est de devenir résident belge, ce qui est peut-être pas le plus souhaitable pour certains individuellement, mais qui est une limitation des dégâts par rapport à ce qui est l'autre situation. Est-ce que je peux ajouter peut-être un point par rapport à ce que vous évoquiez? C'est que clairement, si une fois que l'Angleterre sera sortie de l'Europe, c'est une palissade de le dire, mais vous n'allez plus bénéficier de la protection des libertés fondamentales, dont notamment la libre circulation des capitaux. Et par rapport aux successions, la Cour de justice est assez active pour faire respecter cette liberté, et il y a des arrêts assez célèbres qui permettent notamment d'éviter les discriminations et de s'assurer du plein exercice de cette liberté. Voilà. Merci. De toute façon, on viendra sur ces questions parce qu'on est en train d'essayer d'encadrer juridiquement depuis le début, et maintenant la communication est sortie, une communication qui est sortie la semaine dernière. Et on va aller jusqu'au bout pour pouvoir suivre justement la situation individuelle des collègues qui est parfois multiple. Il y avait monsieur, oui, et puis ensuite. Merci. Je voudrais revenir un instant sur l'histoire d'où on a son compte bancaire, où on pointe pour aller au fitness, etc. Je trouve qu'il faudrait revenir un instant à ce que disait notre invité fiscaliste sur la fréquence et un ensemble d'indices. Parce que je peux rentrer en Italie après la pension et devenir résident fiscal en Italie, mais garder un pied-à-terre ici, un compte bancaire, et venir 2 mois par an voir mes enfants, mes petits-enfants, avoir un compte pour ne pas peser lourd sur ma présence en Belgique, ça ne me rend pas automatiquement un résident belge. Donc je crois que le principe des indices est bien plus important que tout le reste, et le cumul d'ailleurs de ces indices. Et pas avoir un compte ou une carte fitness à Basic Fit parce qu'on vient ici 2 mois par an. Désolé. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc c'est la balance des indices. Ce qui va se passer, c'est que, imaginons que ce soit, pour reprendre votre hypothèse, c'est que on va vous dire, tiens, je vois que vous allez de temps en temps au fitness, que vous avez un compte ici. Ce que vous allez répondre, c'est que non, vous êtes en Italie, vous vivez en Italie, que votre consommation d'énergie est là-bas, vous pouvez en attester, que vous faites un X nombre de kilomètres là-bas, que vous avez des rendez-vous là-bas, etc. Donc c'est la balance des indices qui permettra de faire la différence. Les cartes de crédit, il y a les cartes de crédit, les factures médicales. Pour la carte de fitness, c'est un exemple concret qu'on a vécu, mais ce n'est pas pour un retraité, c'est pour quelqu'un qui avait été intégré dans les institutions. Monsieur ?
Oui, seulement une clarification de ce que vous aviez dit auparavant avec ce droit règlement européen. On peut choisir un autre pays pour avoir les règles civiles de succession. Si j'ai bien compris, vous dites que ça a seulement un aspect civil, mais si on change en adoptant des autres règles de notre pays, ça peut avoir un impact sur le droit de succession finalement payé, même en Belgique, pour un immeuble en Belgique. J'ai dit un exemple extrême. Si je choisis la loi britannique pour laisser tout à mon chien en Angleterre, il serait le seul héritier, donc il paierait peut-être des droits de succession beaucoup plus élevés au lieu de les laisser à mes 3 fils, par exemple, non? C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. On peut prendre l'exemple un peu plus people, si je puis me permettre, mais avec ce chanteur, cet illustre chanteur français, effectivement, le fait de passer de 5 héritiers à 3 héritiers va changer va avoir un impact fiscal, c'est sûr, parce que les tranches, les actifs seront répartis différemment, et donc oui. Est-ce qu'un couple de 2 différentes nationalités à la retraite peut avoir 2 résidents domiciles différents? Un couple marié? Oui. Non. Selon le droit belge, non. Donc, de nouveau, selon le droit belge, il faut fixer le ménage. Donc, ça me paraît extrêmement difficile à défendre. Merci. Toujours dans le cas d'une personne française qui décède en Belgique, dans la succession, si elle laisse, par exemple, dans le contexte d'une donation au dernier vivant, l'usufruit de la moitié ou de l'ensemble de sa succession à son mari qui est en France. Est-ce que le fisc belge, qu'est-ce qu'il fait avec l'usufruit laissé dans une succession? L'usufruit, ce qui m'étonne, c'est que l'usufruit s'éteint, donc c'est un droit viager. Donc j'ai du mal à concevoir l'usufruit laissé au conjoint survivant, l'usufruit c'est un droit réel immobilier, c'est un droit réel, c'est taxable, ça fait partie du patrimoine, donc ce qu'on intègre dans une succession, ce n'est pas uniquement des droits de propriété. Oui. Ah non, bien sûr que non. L'usufruit, s'agissant d'une personne physique, est valorisé en tenant compte. Il y a des tables qui sont rentrées récemment en vigueur, sont valorisées notamment en droit belge et en droit civil, plus précisément en tenant compte de la durée de vie, l'espérance de vie du bénéficiaire. D'accord. Donc il y a des tables de mortalité, il y a tous des coefficients qui permettent de valoriser le droit d'usufruit, de lui attribuer une capitalisation, une valeur de capitalisation. Oui. Encore que c'est plus nuancé que ça, parce qu'il y a des critères fiscaux propres qui s'appliquent en droit de succession, qui sont encore différents des critères civils. Bon, voilà. Mais c'est la même idée. J'ai une question très pratique. J'ai souscrit une assurance vie. J'ai assuré un certain montant en faveur les bénéficiaires sont mes enfants avec Van Breda International. Van Breda m'a assuré que le montant que éventuellement mes enfants recevront n'est pas taxé. Est-ce que vous pouvez confirmer? Ou quelle... Et vous êtes résidente Ma résidence fiscale est en Italie parce que j'étais recrutée en Italie. Mes enfants sont nés ici. Entre autres, ils ont aussi la nationalité belge. Je confirme. D'un point de vue belge, ils ne sont pas taxés. Assurance vie, ok. Molto corto. Com'è che la lasciano fare?
Exactement, la question assurance de vie. Est-ce qu'il y a une différence si l'assurance était conclue en Belgique, soit les bénéficiaires et résidents taxables en Belgique, soit c'est une autre personne dans un autre pays, ou une assurance conclue dans un autre pays, mais le bénéficiaire est résident fiscal en Belgique, ou non? On prend en considération... La question de la nationalité du contrat importe peu. Ce qu'on prend en considération, c'est la résidence du défunt, donc du souscripteur, peu importe les bénéficiaires. On a encore une demande de parole? Non, mais alors on va ah, allez. Ma situation elle est un peu différente aux autres. J'ai une résidence fiscale en Espagne et quand je pars à la retraite, je voudrais changer en Belgique. Parce que comme ça, je pourrais vendre les maisons que j'ai ici sans payer de plus-value en Espagne. C'est ça possible ou ce n'est pas fiscalement correct? Vous êtes résidente en Espagne, vous voulez venir en Belgique et réaliser vos plus-values en Belgique. Oui, je suis résidente en Belgique depuis 30 ans, mais ma résidence fiscale reste en Espagne. C'est possible. Voilà, c'est pour répondre de manière un peu plus élaborée. Le transfert des résidences n'est pas visé par l'abus fiscal. Donc, c'est une question de fait. À partir du moment où vous résidez ici en Belgique, vous n'avez pas de risque d'un point de vue belge. Ça, mais on m'a dit que les autorités belges n'acceptent pas facilement les transferts fiscaux des fonctionnaires ici. On en revient à la question de monsieur tout à l'heure et la question des indices. À vous à faire en sorte que vous pouvez, entre guillemets, établir votre résidence fiscale au moyen d'indices. Mais c'est une question de fait. Donc, moi, je ne vois aucune... je n'ai pas d'objection par rapport à ça. Regardez peut-être juste en Espagne, parce que en Espagne, en fonction de la communauté dont vous dépendez, il pourrait y avoir un régime d'exit tax, c'est assez rare, mais ça existe, et donc de considérer que le fait de passer une frontière est constitutif ou constitue un élément générateur de la taxation de la plus-value. Mais bon, je pense que poser la question à votre fiscaliste local pour regarder de son point de vue quelles sont les conséquences, c'est plus sûr, mais d'un point de vue belge, moi je n'ai pas d'objection. Et comme complément, il n'y a pas de plus-value à la vente de biens immeubles ici en Belgique, oh oui? Ici, il y a des plus-values, il y a une taxation sur les plus-values, je vais résumer simplement le régime. Lorsque il n'y a pas de plus-value sur les immeubles d'habitation, sur votre immeuble d'habitation, sur votre résidence, mais il y a des plus-values, une taxation sur les plus-values qui sont réalisées à court terme, donc dans les délais de 5 ans ou de 8 ans, globalement. Puis après, si vous avez beaucoup d'immeubles, si on peut considérer que ça n'est plus la gestion normale d'un patrimoine privé, etc., etc. Mais donc voilà. Mais je pense qu'elle ne peut pas changer la résidence fiscale, non, tant qu'elle est fonctionnaire. Je ne sais pas si elle le sait, mais on ne peut pas changer seulement quand on peut changer quand on est retraité. Non, tu ne peux pas changer la résidence fiscale tant qu'on travaille. Excusez-moi, vous dites 5 ans ou 8 ans? Moi, j'ai toujours eu la notion... Alors, 5 ans ou 8 ans, ça dépend des modalités d'acquisition. Selon que cela a été acquis par donation et puis revendu, ou selon que ça a été acquis et revendu directement... Voilà, le principe c'est 5 ans, mais s'il y a une acquisition par donation et une revente, voilà. C'est l'article 90, 8e. Tant qu'on est fonctionnaire,
Si on est entré ici comme résident fiscal dans un autre pays, donc si on est couvert par le protocole, ce n'est pas un droit subjectif auquel on peut renoncer à un moment ou l'autre, c'est quelque chose qui s'impose. C'est-à-dire, par exemple, dans ton cas, l'État espagnol, tant que tu seras fonctionnaire, te considérera toujours résident fiscal en Espagne parce que c'est la résidence fiscale que tu avais au moment d'entrer au service. Le moment où tu deviens pensionné, à ce moment, tu fais ton choix de vie. Est-ce que je reste ici? Est-ce que je vais là? Si tu restes ici ou tu vas là, il y aura toujours peut-être une problématique parce que normalement, pour les gens qui sont à cheval dans des pays, chacun des pays a suffisamment de données pour dire non, mais en réalité, vous restez ici. C'est un peu à chacun de prouver, mais logiquement, d'abord déjà pour pouvoir dire j'ai la résidence belge, tu dois faire certaines démarches qui est inscrire à la commune, demander le permis de résidence normal, etc., etc. Et après, avec ça, et éventuellement des autres preuves à l'appui, tu dis aux Espagnols, je ne suis plus votre résident fiscal. Tu vas à la délégation de Hacienda et tu dis, je change de résident en non-résident. Attention, comme non-résident, tu continues à être taxé en Espagne pour les revenus des immeubles, pour tout des dividendes, etc., que tu aurais en Espagne. Mais, parce que l'Espagne pratique, comme la Belgique, la taxation universelle, pour ainsi dire. Merci Juan Pedro. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Si vous pouvez avoir la sympathie de faire l'évaluation, c'est la période des évaluations à la commission, quoi. Donc, vous êtes tous évalués. On est pris avec ça, justement. Si vous pourriez faire une évaluation pour voir pour la prochaine fois comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer. Donc, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent sur les questions de résidence, je crois, parce qu'on a encore 2 conférences qui arrivent, on les étale, on en a une il y a un mois, cette fois-ci, on va en étaler sur l'année. La prochaine, on doit encore planifier, parce qu'avec les vacances de Pâques, les vacances du mois de mai, ça ne sert à rien de faire la conférence à ce moment-là, et vous en serez informés. Donc n'hésitez pas, s'il y avait d'autres questions à poser, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, mais vous avez également les références de Maître Van Helder. Je vous rappelle, il a un cabinet, je crois, ici sur Bruxelles et on a un autre à Lannes. La première consultation pour les adhérents est gratuite et après, vous pouvez faire traiter vos dossiers qui parfois sont complexes. On en a vu passer. Oui. Oui. Juste une autre question pratique, si vous pouvez nous conseiller un site internet fiable où pouvoir trouver les conventions bilatérales entre la Belgique et les autres pays européens pour les doubles impositions, succession, droit civil, etc. Fisconet. 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 Alors, merci. Faites attention en rentrant parce que c'est très glissant, quoi. Et si vous avez un accident, venez nous trouver parce qu'on va offrir un service justement pour suivre les collègues et les adhérents avec les accidents parce que beaucoup ne savent pas les droits qu'ils ont dans ce domaine-là. Merci beaucoup.